Merci. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et sur ce, je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, en pleine nuit vendredi, la CAQ a de nouveau bâillonné l'Assemblée nationale pour passer coûte que coûte sa réforme bâclée sur l'éducation. Le premier ministre tente déjà de justifier son obsession du bâillon, mais soyons clairs, ces 4 bâillons en 8 mois laissent ses prédécesseurs bien loin derrière. La vérité, c'est que le premier ministre est au volant de son bulldozer et il aime ça. Quand les gens questionnent ses actions, pour lui, c'est du niaisage. Il faut y mettre un terme le plus rapidement possible. Mais en bout de ligne, Monsieur le Président, la CAQ a été obligée de refaire plus du tiers du projet de loi parce que rien n'était attaché. Une centaine d'amendements, dont 15 à minuit moins une. Monsieur le Président, en 48 heures, le premier ministre a réussi à se mettre tout le monde à dos, les maires, les professeurs, les comités de parents. Le même premier ministre qui affirmait haut et fort durant la crise des étudiants étrangers qu'il agirait tout autrement dans l'avenir, s'est pourtant octroyé en plein bâillon le pouvoir de s'accaparer des terrains convoités gratuitement. Monsieur le Président, clairement, tous les moyens sont bons pour imposer ces maternelles 4 ans mur à mur. Un vrai leader, Monsieur le Président, c'est quelqu'un qui est capable de guider, d'inspirer et d'influencer. Or, on constate que personne ne sait parler. Est-ce que le premier ministre se considère avoir agi en leader? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, dans le projet de loi 40, il y a d'abord l'abolition des élections scolaires. Je sais que les libéraux ont déjà été d'accord, maintenant, ils ne sont plus d'accord avec ça. Maintenant, pour ce qui est des autres propositions de changement, elles sont pas mal consensuelles, même, je dirais, dans les partis politiques. Moi, j'invite, je vois le co-chef de Québec solidaire qui essaie de se moquer puis de rire, là, mais je sais qu'il n'est pas capable de me donner un changement avec lequel il n'est pas d'accord. Monsieur le Président, concernant les terrains, Monsieur le Président, depuis 25 ans au Québec, à chaque fois qu'on construit une nouvelle école, on exige que le terrain soit donné par la municipalité. C'est normal, la municipalité qui reçoit une nouvelle école, un service public, c'est parce qu'elle a eu plus de maisons, donc plus de taxes municipales. Donc, Monsieur le Président, malheureusement, dans le passé, à chaque fois qu'on demandait des terrains aux municipalités, ça retardait la construction des écoles à un point tel qu'on se retrouve aujourd'hui avec un manque d'espace pour nos enfants. Donc, ce qu'on a mis comme amendement dans le projet de loi, c'est qu'à l'avenir, on va donner 2 ans pour s'entendre avec la municipalité sur le terrain. Je pense que c'est raisonnable. Puis j'aimerais que le Parti libéral, le chef du Parti libéral, nous le dise s'il n'est pas d'accord avec ça. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, les municipalités ont littéralement été prises en embuscade. Le premier ministre s'est donné le pouvoir, sans consultation, sans discussion et en plein milieu d'un bâillon, de forcer les municipalités à céder des terrains gratuitement. Clairement, le premier ministre n'a pas demandé à ses ministres de se parler et c'est donc totalement brouillon. Pourquoi ne pas avoir pris le temps de faire les choses une fois pour toutes correctement? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, le problème des terrains avec les municipalités, ce n'est pas un nouveau problème. D'ailleurs, le gouvernement libéral a fait un comité avec les municipalités. Quand le comité était terminé, ils ont tourné la page puis ils ont réouvert un autre comité. Puis ils n'ont jamais pris de décision, n'ont jamais pris d'action. Monsieur le Président, pour le bien de nos enfants, c'est important qu'on ouvre des écoles pour que chaque enfant soit pas dans une roulotte, mais soit dans une vraie école avec un environnement qui est digne de 2020. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. La réalité, Monsieur le Président, c'est que le premier ministre s'est donné des droits qui n'ont aucun rapport avec les élections scolaires. C'était carrément prémédité. Monsieur le Président, le premier ministre doit dès maintenant reculer et suspendre ce droit qu'il s'est octroyé sans consulter personne. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, pendant 15 ans, le Parti libéral, à chaque fois qu'il construisait une école, ils ont exigé que le terrain soit donné par la municipalité. Aujourd'hui, on écrit dans un projet de loi qu'on se donne maximum 2 ans pour s'entendre avec la municipalité. Moi, j'aimerais que le chef du Parti libéral soit très clair. Est-ce qu'il est d'accord ou il n'est pas d'accord avec ça, de se donner 2 ans? Est-ce qu'il est d'accord ou pas d'accord avec ça, que la municipalité fournisse le terrain pour une nouvelle école? Qu'il soit donc clair pour une fois.
Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, malgré les belles paroles d'ouverture du premier ministre, il écarte tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Vous posez les mêmes actions, les mêmes erreurs à chaque fois. Avouez-le donc, vous vous êtes fait prendre. Vous avez essayé, comme dans d'autres bâillons, d'en passer une petite vite aux Québécois. De vous adresser toujours à la présidence, c'est une règle que l'on connaît bien également. Alors, à ce chapitre-là, je pense que c'est clair. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, les gens qui nous écoutent là, ont bien remarqué que le chef du Parti libéral a tout fait, sauf se commettre à savoir s'il est d'accord ou non pour que les municipalités fournissent en dedans 2 ans un terrain. On ne le sait toujours pas, Monsieur le Président. Est-ce que le Parti libéral peut avoir un petit peu de courage puis nous dire « Oui, pour le bien de nos enfants, les municipalités doivent fournir le terrain ». C'est ça qui est proposé par le gouvernement. Puis les libéraux, comme d'habitude, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Question principale. Madame la députée, s'il vous plaît. Madame la députée de Saint-Laurent, à vous la parole. On veut de la transparence. Quand on dit qu'on travaille à visière levée tout le long du bâillon, puis qu'au fond, on se réveille le matin, puis c'est l'entièreté du Québec qui est sous le choc, c'est tout sauf travailler de façon transparente. Maintenant, il nous force, on a dans son projet de loi 40 qui est rendu une loi, c'est comme l'achat d'une maison. Passez chez le notaire rapido presto, mais faites pas de vérification, pas d'inspection, puis on vous enlève la garantie légale, parce qu'au fond, on sait qu'on vous vend un produit rempli de vices cachés. Ils ont tourné le dos à qui aujourd'hui? Aux parents. C'est la panique totale, notamment pour les parents d'enfants handicapés. D'autant plus maintenant que les enseignants sont vraiment frustrés, mais pire que ça, maintenant, on a même des mères insultées. Aujourd'hui, la loi 40, là, c'est réellement le PEC du ministre. Est-ce qu'il s'en rend compte? Est-ce qu'il est capable aujourd'hui de faire la seule chose responsable et de suspendre tous les articles problématiques et de retourner négocier avec ses partenaires au lieu de les insulter? Monsieur le ministre de l'Éducation, à vous la parole. Oui, ça va bien aller. Monsieur le Président, c'est un projet de loi qui fait avancer la gouvernance scolaire. Je suis très, très content que maintenant on soit dans une période de transition. On a des équipes écoles qui savent où on s'en va. On a des gens dans les centres de services scolaires qui maintenant savent que c'est plus une gestion politisée, c'est plus un mini-gouvernement élu qui va décider ce qui se passe dans les écoles à la place des professeurs. Enfin, on reconnaît l'autonomie professionnelle. Enfin, on remet les écoles entre les mains de celles et ceux qui connaissent les élèves par leur nom. Enfin, on reconnaît la compétence des directions d'école. Et c'est en parfaite cohérence avec ce qu'on a dit depuis le départ. Quand ma collègue nous parle de vices cachés, bien, j'ai l'impression que c'est un peu ce que nous, on a trouvé quand on a hérité du réseau, parce qu'on a hérité d'un réseau qui n'avait pas été entretenu, où on ne construisait pas des écoles, où on ne réparait pas des écoles, où on n'embauchait pas suffisamment d'enseignants. Alors, on est en train de réparer les vices cachés du réseau qu'on a reçu. Madame la députée de Saint-Laurent, vous avez la parole. Soyez prudents, évidemment, dans les propos que l'on utilise, dans ces questions et dans ces réponses. Nous sommes tous attentifs à ce qui est prononcé ici. Merci. Monsieur le Président, on connaît l'adage. Ça prend un village pour élever un enfant. Mais parlons-en de ce village aujourd'hui. Qu'est-ce qui en reste de ce village? Des dizaines et des dizaines de parents qui écrivent au premier ministre ainsi qu'à son ministre pour dire « Allô, vous nous avez oubliés, nous les parents. On a moins de voix, surtout les parents d'enfants handicapés. » On a aussi plus de 18 000 enseignants qui ont signé une pétition pour dire « Il est où notre super champion de l'éducation, un ancien enseignant? Qu'est-ce qui lui est arrivé maintenant dans le gouvernement? » Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, c'est quand même particulier de voir des partis qui ont été au pouvoir nous donner des leçons. Savez-vous, c'est quand la dernière fois qu'on a inauguré une école secondaire au Québec? En 2006. Mais c'est-tu drôle? On le savait qu'il y avait des nouveaux arrivants qui arrivaient. On savait qu'il y avait des enfants, quand il y avait 4 ans, il y allait en avoir 5, puis après ça 6, puis après ça 7. Les enfants, 6e année, on savait qu'ils allaient aller au secondaire. Mais depuis 15 ans, là, les deux vieux partis n'ont pas trouvé de solution à la pénurie de locaux, n'ont pas trouvé de solution pour accélérer le transfert des terrains. On n'a pas construit d'école secondaire en 16 ans. Et nous, en une année, on a lancé 16 chantiers pour construire des écoles secondaires. Nous sommes la solution à leurs problèmes. Deuxième complémentaire, encore une fois, s'il vous plaît. Soyez attentifs tant aux questions qu'aux réponses. C'est une question de respect, évidemment. Nous avons tous envie d'entendre correctement. Madame la députée de Saint-Laurent, à vous la parole. Vous êtes la seule. Monsieur le Président, vous apportez ici une notion tellement importante, une question de respect.
trouvez-vous ça respectueux de passer outre nos institutions, de mettre un bâillon sur une étude détaillée qui avait plein de vices cachés, de dire aux parents, même si vous venez en commission, bien, votre voix, on ne l'entendra pas, de dire maintenant aux maires, mais savez-vous quoi, votre autonomie, bof, pourquoi qu'on se battrait avec l'autonomie envers les municipalités? Est-ce que c'est ça, du respect? Moi, je demande une affaire hyper simple au ministre, de suspendre les articles problématiques. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, les parents, comme les autres groupes qui sont venus en commission parlementaire, ont été entendus. C'est peut-être ce qui surprend nos collègues. Eux, ils auraient souhaité qu'on adopte le projet de loi tel qu'il a été déposé. Ils ne voulaient pas qu'on fasse d'amendement. Ils ne voulaient pas qu'on écoute les parents qui voulaient lier les gens sur le conseil d'administration au comité de parents. Bien, nous, on voulait les écouter, ces parents-là. Ils ne voulaient pas qu'on garantisse qu'il n'y a que des enseignants et personne d'autre qui inscrivent des notes dans le bulletin. Bien, c'est ce que les gens nous ont demandé. Ce sont les amendements qu'on a apportés. Alors, on a travaillé en collégialité, puis maintenant, bien, tournons la page. J'invite mes collègues à diffuser l'information, la vérité dans les médias pour que tout le monde sache quels sont les bienfaits de cette loi. Question principale, Madame la députée de Anjou, Louis Riel. Merci, Monsieur le Président. Depuis samedi, les élus municipaux sont en colère. Les maires de Trois-Rivières, Shawinigan, Gatineau, la mairesse de Montréal, celle de Nicolet. La Fédération québécoise des municipalités, l'Union municipale du Québec, tous et toutes, sans exception, sont en colère. Ils ont raison. Ils n'ont jamais été mis au courant de l'amendement du ministre de l'Éducation dans le projet de loi 40 qui les oblige à céder leur terrain sans compensation financière. Pire, les villes pourraient même se voir obligées d'emprunter et refiler la facture à leurs citoyens. Monsieur le Président, pour en ajouter, l'actuel ministre de l'Éducation a même refusé de relancer la table de discussion avec les élus municipaux de l'UMQ tels qu'ils l'ont demandé. La ministre des Affaires municipales peut-elle aujourd'hui se lever et nous expliquer pourquoi elle n'a pas jugé bon de parler à ses partenaires, les élus, et pourquoi elle n'a pas demandé à son collègue, le ministre de l'Éducation, de relancer la table de discussion de l'UMQ? Madame la ministre des Affaires municipales. Oui, merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée d'Anjou, Louis Riel, évidemment, parce que je vais apporter quelques précisions. Au niveau du milieu municipal, notre équipe du ministère, avec l'aide du sous-ministre et de l'équipe du ministère de l'Éducation, nous sommes allés sur le terrain. On appelait ça l'escouade terrain. On est allé rencontrer les maires où on avait besoin d'avoir un terrain pour une école. Alors, on est allé rencontrer tous les maires concernés. On a discuté d'avoir des terrains pour des futures écoles. Je suis une ancienne enseignante. En passant, l'essentiel dans une municipalité, c'est une école et un hôpital. C'est ce qui est essentiel pour les nouvelles familles. Et évidemment, les maires nous proposaient des terrains, Monsieur le Président, en milieu humide, des terrains, Monsieur le Président, en zone inondable, sur le bord des autoroutes et parfois zonés agricoles. Alors, considérant cette situation, on a continué à discuter avec les maires. C'est assez problématique parce que nous, construire en zone inondable, après toutes les inondations qu'on a vécues, c'était impossible. Alors, il y a eu énormément de discussions, Monsieur le Président. Première complémentaire. La parole n'appartient qu'à la députée d'Anjou, Louis Riel. S'il vous plaît, je vous demande votre attention. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement a littéralement bafoué le principe de l'autonomie municipale. Selon l'attaché de presse du ministre, on apprend, et je cite, « Cette mesure devait initialement être intégrée à une autre pièce législative, mais qu'il a été décidé de l'intégrer à la loi 40 pour faire plus rapidement. » Fin de la citation. La ministre peut-elle nous dire pourquoi c'était aussi urgent et comment peut-elle se justifier de ne pas avoir inclus dans les discussions les élus municipaux, pas les fonctionnaires de votre ministère, pas les fonctionnaires de l'Éducation, les élus. Madame la ministre des Affaires municipales, à vous la parole. Toujours prudence dans les mots utilisés, s'il vous plaît. Merci. On va rester calme, Monsieur le Président, parce que depuis 5 ans, il y a des discussions qui étaient présentes avec les municipalités et aucun nouveau terrain n'était possible pour les nouvelles écoles. C'était très compliqué. Il n'y avait aucune collaboration entre les commissions scolaires et le milieu municipal. Le milieu municipal est essentiel pour l'aménagement du territoire avec les nouvelles écoles. Ceci étant, je me suis vraiment rassurée d'avoir des services avec les nouvelles écoles, que les municipalités vont pouvoir utiliser les infrastructures des écoles sans frais pour des activités après les heures d'école. Ceci étant, quand on dit qu'on n'a pas été consulté, les milieux municipaux ici, là, j'ai les lettres, je vais les lire probablement l'autre période de questions. Je vais me rasseoir puis je vais vous la lire
Ils ont vraiment été concernés. Deuxième complémentaire. Encore une fois, je vous demande votre attention à tous. Vous posez des questions, vous voulez avoir des réponses. On est attentif à l'une comme à l'autre. S'il vous plaît. Merci, M. le Président. Je comprends que la ministre a clairement approuvé cette façon cavalière d'agir envers les élus municipaux. Se rend-elle compte du bris de confiance que son gouvernement a créé? Comment va-t-elle refaire les ponts avec les élus municipaux? Et devant cette levée de bouclier, la ministre va-t-elle faire entendre raison à son gouvernement, le faire reculer et suspendre l'application de cet amendement qui bafoue l'autonomie municipale, Monsieur le Président? C'est de ça dont il est question ici, les élus. Madame la ministre des Affaires municipales, encore une fois, prudence aux propos utilisés. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Très rapidement, la ministre a fait allusion à un document dans sa réponse précédente. En vertu de notre règlement, je vous demanderai de déposer le document en question. Madame la ministre des Affaires municipales. Lire avant, par exemple, j'aimerais vraiment lire parce que c'est des rencontres qu'il y a eu avec les élus municipaux avant les fêtes. On les a rencontrés, comme je l'ai dit, et également, on leur a envoyé une lettre. Ceci étant, le milieu municipal, vous comprendrez que ce n'est pas toutes les municipalités qui étaient en zone inondable, mais malheureusement, énormément de terrains étaient situés dans ces zones-là. Le 6 janvier, on a envoyé une lettre à tous les directeurs généraux disant qu'ils souhaitaient les informer qu'à la suite des rencontres, le gouvernement a pris connaissance des constats et a décidé, dans le contexte actuel, de procéder à ces frais à l'acquisition des terrains de propriété privée requis pour la construction des nouvelles écoles jugées prioritaires. En contrepartie, la commission scolaire devra offrir à la Ville en priorité sans frais l'acquisition et l'accès à l'infrastructure qui sera construite. Vous souhaitez déposer les documents, donc accord pour déposer les documents. Ils sont donc déposés. Merci. Question principale, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais vous lire quelque chose. C'est une lettre d'une enseignante, Audrey Saint-Pierre, au ministre de l'Éducation juste avant son bâillon de vendredi dernier. Je cite et j'insiste, c'est les paroles d'Audrey, notre enseignante. « J'ai enseigné passionnément 10 ans, des années pendant lesquelles j'ai pu constater l'effritement, l'essoufflement. Les besoins étaient pourtant clairs, les besoins étaient criants, ça urgeait. Il a pensé au maternel 4 ans, à un nouveau cours d'éthique, à une réforme méprisante des commissions scolaires adoptée sous bâillon, dans lequel on cherche les points positifs. Cher Monsieur le ministre, je vous donne ma démission. Je suis certaine que vous pourrez trouver quelqu'un de non légalement qualifié pour faire ma job, que j'aimais pourtant. Courage les enfants, un jour, quelqu'un prendra soin, comme nous l'avait promis le ministre de l'Éducation au début de son mandat. Monsieur le Président, on ne peut plus se permettre de perdre des enseignants et des enseignantes, mais on vient d'en perdre encore une autre. Est-ce que c'était ça, la commande du premier ministre à son ministre de l'Éducation? Virer le réseau à l'envers, se mettre tout le monde à dos, puis faire fuir nos enseignants? Je vous rappellerai que de vous adresser à la présidence, même en citant, on doit le faire quand même. Alors, vous comprenez très bien la règle. Monsieur le premier ministre, en réponse. Oui, Monsieur le Président, l'enseignante, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il manque de services dans nos écoles. C'est aussi essentiellement ce que dit le président de la FAE. Sauf que le projet de loi 40, ce n'était pas pour ajouter des services dans les écoles. Si on le fait dans le budget, on a déjà ajouté des ressources, entre autres, pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, puis on va continuer de le faire. L'objectif du projet de loi 40, c'était d'abolir les élections scolaires. Je comprends que Québec solidaire voudrait garder les commissaires d'école élus par 5 % de la population. Mais là, on mélange deux choses, Monsieur le Président. On mélange une enseignante qui voudrait plus de services, puis l'abolition des élections scolaires. Je suis d'accord avec l'enseignante qui manque de services dans nos écoles. C'est ce qu'on est en train de corriger. 15 années de PQ et de Parti libéral où on n'a pas investi dans nos écoles. Mais, Monsieur le Président, ça n'a rien à voir avec l'abolition des élections scolaires. Première complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. C'est d'ailleurs pas ce que l'enseignante dit. Elle parle de la réforme de la structure et elle parle des impacts que ça a dans son travail au quotidien. En fait, ce qui est en train de se passer en éducation, c'est ce qui arrive quand on débarque, qu'on n'écoute pas le monde, puis qu'on centralise tout. Les gens ne se sentent pas respectés, puis ils décrochent. Ils ne se sentent pas respectés. Est-ce que le premier ministre pense qu'à force de répéter la même recette utilisée par les libéraux, on va finir que cette recette-là va goûter autre chose?
Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, depuis la semaine dernière que je demande à la chef de Québec solidaire la même question, qu'elle me donne, à part les élections scolaires, un changement. Je n'en demande pas 10, là. Un changement dans le projet de loi 40 avec lequel elle n'est pas d'accord. Qu'elle m'en donne un, s'il vous plaît. Deuxième complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. À vous la parole. Monsieur le Président, les pouvoirs concentrés dans les mains du ministre. L'éducation, c'était censé être la priorité numéro 1 du premier ministre. Là, 1 an et demi plus tard, la priorité numéro 1, c'est plus l'éducation, c'est plus les enfants, c'est plus les profs, c'est imposer son leadership autoritaire exactement comme le ministre d'avant. Moi, je fais un pari, Monsieur le Président. À la fin de ce mandat-là, on va dire la même chose de la réforme scolaire qu'on a dit de la réforme en santé. Cette réforme-là est discréditée. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, la chef de Québec solidaire vient de nous dire que le changement avec lequel elle n'est pas d'accord, ce sont les pouvoirs qui sont donnés au ministre. Monsieur le Président, c'est exactement le contraire. On abolit un palier supposément démocratique où personne ne va voter, puis on décentralise le choix des moyens dans les écoles. Là où les gens connaissent les enfants, les priorités des enfants, qu'est-ce que Québec solidaire a contre le fait qu'on décentralise dans les écoles, à part de dire des choses qu'on ne comprend pas? Question principale. Question principale. Madame la députée, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame la députée Joliette, à vous la parole. Vous êtes la seule à avoir la parole. Monsieur le Président, le ministre a osé dire en mêlée de presse qu'il avait été pressé par le temps. Pressé par le temps. Aux dernières nouvelles, c'est lui qui a appelé le bâillon. C'est lui qui n'a pas arrêté de compter les heures de commission publiquement pour nous dire combien c'était long. Et lui qui n'a donc pas trouvé un moment pour déposer l'amendement sur les municipalités. C'est lui qui a déposé mardi 82 amendements et qui n'a délibérément pas inclus celui sur les municipalités. C'est lui qui, vendredi, pendant la plénière du bâillon, a déposé 15 nouveaux amendements et qui, délibérément, n'a toujours pas trouvé un moment pour déposer l'amendement sur les municipalités. De quoi avez-vous peur, Monsieur le ministre? De quoi avez-vous si peur pour passer ça en catimini, un amendement d'une telle importance? Quand on monte les gros bras, qu'on bulldoze, qu'on bâillonne, mais qu'on n'a pas la force de faire face à ses choix publiquement, il me semble que, comme ministre, on devrait se poser de sérieuses questions. Je vous demande, député des échanges directs, toujours vous adresser à la présidence. Monsieur le ministre, à vous la parole. Sur le projet de loi, c'est vrai qu'on a déposé plusieurs amendements. Il fallait bien que quelqu'un travaille à amender le projet de loi et à le bonifier, parce que les oppositions ne le faisaient pas. Maintenant, les autres, ils parlaient de toutes sortes de sujets, faisaient de longs discours pour dire qu'ils étaient pour ce fameux pouvoir des commissaires. Il ne fallait pas que ça change, ça allait tellement bien dans les écoles. Et ma collègue a parlé de ce qui s'est passé avec les municipalités. Je poursuis la lecture de la lettre amorcée par ma collègue. Alors ici, j'ai la lettre qui a été envoyée au directeur général de la Ville de Montréal, qui a été déposée d'ailleurs, mais elle a été envoyée à plusieurs directions générales. Et là, il y en a qui nous disent qu'ils n'ont pas été avisés. Bien, ici, on dit, en ce qui concerne la construction des futures écoles, il est de l'intention du gouvernement de poursuivre et formaliser l'approche en vigueur depuis 1995, selon laquelle les terrains pour les écoles sont fournis gracieusement par la Ville, et ce, afin d'allouer le maximum des investissements du gouvernement aux immeubles eux-mêmes, parce qu'on va avoir de très belles écoles, je vous le dis. Cependant, il est également de l'intention du gouvernement de prévoir un renforcement de la collaboration entre les municipalités et les commissions scolaires dans la planification des besoins d'espace pour les écoles, d'élargir les pouvoirs municipaux en matière de contribution à des fins de parc. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on était en dialogue avec les municipalités et qu'une lettre envoyée en janvier... Madame la députée de Joliette, à vous la parole. Est-ce qu'il est fier de lui, le ministre? Est-ce qu'il est fier de la manœuvre qu'il a passée en douce aux municipalités? Il n'a toujours pas répondu à ma question. Pourquoi il n'a pas fait ça la semaine passée? Pourquoi il n'a pas fait ça vendredi pendant la plénière? Pourquoi il a fait ça en pleine nuit? Qu'est-ce qu'il y avait tant à cacher? Quand on assume ses choix, on fait ça à visière levée. Soyez prudent. Vous savez, les termes, encore une fois, je vous ai demandé d'être attentif aux termes que vous utilisez. Il y en a eu quelques-uns, alors je vous demande encore une fois d'être prudent dans ce que vous dites.
dans les propos que l'on tient également. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, je vous proposerai que la députée de Joliette retire ce terme parce qu'il est proscrit à l'index. Alors, je vous demanderai de lui demander de retirer ce terme. Je pense qu'on connaît très bien les règles. Madame la députée de Joliette, je vous demande votre collaboration. Oui. Alors, est-ce qu'au moins, c'est retiré, est-ce qu'au moins le ministre va aller faire face à la musique et rencontrer, comme il lui demande, les maires de l'UMQ jeudi? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nos intentions étaient bien claires. On travaillait du côté des affaires municipales avec ma collègue et moi-même, avec nos équipes, depuis l'automne dernier, à essayer de dénouer l'impasse, à essayer d'aller plus loin que les comités du Parti libéral qui, voyant le problème, faisaient un comité sur un rapport sur un comité. On est allé voir les municipalités, on les a aidés, on les a avisés d'où est-ce qu'on voulait aller. Et finalement, on y va avec une loi qui va venir préciser qu'à l'intérieur de 2 ans, il y aura enfin une collaboration, il y aura une planification concertée de la répartition des élèves, des constructions des écoles. Et à la fin, qui va gagner? Les élèves, les parents, qui sont à la fois des citoyens, des contribuables, des parents. Deuxième complémentaire. Non, question précise, monsieur. Deuxième complémentaire, monsieur le député de Rimouski. Merci, monsieur le Président. En douce, la nuit de vendredi, on a passé un amendement qui risque d'augmenter les taxes municipales. La ministre dit qu'elle était au courant de l'amendement, mais elle ne savait juste pas quand il allait passer. L'UMQ, la FQM, les maires et mairesses de Laval, Sainte-Julie, Shawinigan, Gatineau, Montréal, Trois-Rivières, Nicolet, Rimouski et plusieurs autres, et probablement l'ensemble des députés ici, n'étaient pas au courant de cet amendement-là. Ces maires disent qu'ils n'étaient pas au courant. Est-ce que la ministre considère que ces maires ne disent pas la vérité? Madame la ministre des Affaires municipales. Oui, comme je le disais tout à l'heure, notre équipe, on a fait les rencontres dans toutes les municipalités concernées. Avec l'équipe du ministère de l'Éducation, on a discuté avec tous les maires. Tout le monde était au courant qu'on devait construire des nouvelles écoles. C'était essentiel, c'est la priorité de notre gouvernement. Puis je crois que dans une municipalité, une nouvelle école, comme je le disais tantôt, va amener des nouveaux résidents, un nouveau milieu de vie dynamique. On occupe bien le territoire, c'était une priorité pour notre gouvernement. On s'est vraiment concentré sur le fait, moi, mon rôle était que la municipalité puisse utiliser la future école à des frais, sans frais, si elle avait besoin d'utiliser les infrastructures, ce que je me suis assurée. Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Oui, Monsieur le Président, le collègue de Rimouski a posé une question très claire. Est-ce que les élus municipaux étaient au courant de l'amendement, oui ou non? C'est ça, la question. Vous aviez complété, Madame la ministre, votre réponse. Monsieur le leader du gouvernement, je pense qu'on ne peut exiger la précision d'une réponse donnée par la ministre ou la personne qui doit répondre. Je précise, je continue. Question principale, Madame la députée de Fabre. Monsieur le Président, mardi dernier, la ministre de la Santé déposait, après des mois de retard, son plan d'action face à la pénurie de préposés aux bénéficiaires. Ce plan, c'est 15 mesures de ce qui se fait déjà et qui ne donne clairement pas de résultats. On nous sert du réchauffé. Jusqu'à maintenant, sur les 4 500 postes annoncés, seulement 350 nouveaux préposés ont été embauchés. C'est moins de 10 %. On est bien loin du compte. Pire encore, alors qu'il y a urgence à recruter, on nous promet des résultats à très, très long terme. Pour en rajouter, dans le devoir du 5 février, on apprend que le cabinet de la ministre prône la patience. Monsieur le Président, on ne peut pas faire attendre les aînés du Québec qui souffrent maintenant du manque de soins. Est-ce que la ministre des Aînés, co-signataire du plan, peut clairement dire qu'elle abandonne les milliers d'aînés de patients qui ont besoin de préposés maintenant? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, d'abord, je vais tout de suite clarifier. C'est un plan en 15 mesures qui donne des résultats. C'est 4 000 préposés aux bénéficiaires, équivalent temps complet, Monsieur le Président, qu'on a embauché cette année. L'année n'est pas terminée, Monsieur le Président. On a plus de 700 équivalents temps complet préposés aux bénéficiaires de plus dans le réseau, Monsieur le Président. 200 millions qu'on a investis dans le réseau à notre arrivée. Monsieur le Président, la députée de Fabre fait référence au Devoir en fin de semaine. Je ne sais pas si elle a lu l'entièreté des articles dans le Devoir. Il y en avait un sur la réforme de l'ancien ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, moi, je serais un petit peu gênée parce que je vais vous dire, nous, là, on s'occupe du personnel en arrivant au pouvoir. Les dommages qui ont été faits par cette réforme, c'est nous qui voyons les conséquences et on répare. Monsieur le Président, ce pas des investissements qui ont été faits dans la première année du gouvernement libéral en 2015-2016
1,5 d'investissement additionnel. Nous, c'est 5,4 Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée. Monsieur le Président, j'ai tellement le goût de parler de résultats. Depuis des mois, je questionne la ministre des Aînés sur la pénurie de préposés. On me revient avec le programme des 2000 bourses. On le vante. Les bourses pour la formation de préposés, c'est un échec. D'ailleurs, elle y mettra fin dans un mois sans même avoir atteint ses objectifs. C'est pas moi qui le dis, Monsieur le Président, c'est écrit dans le plan, c'est écrit fin du programme mars 2020. Le plan ne prévoit rien pour faire face à la crise de préposés à court terme. Que dit la ministre des Aînés? Madame la ministre de la Santé... Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, 1,5 d'augmentation dans un budget, c'est des coupures budgétaires. C'est même pas l'indexation. Avec une centralisation, une démobilisation, du stress organisationnel, les préposés aux bénéficiaires inclus, Monsieur le Président. Alors nous, là, ce qu'on fait, on investit, on embauche, on prend soin du personnel et c'est ce qu'on fait actuellement avec le plan des préposés aux bénéficiaires et on continue de travailler, on donne des bourses. Plus de la moitié des bourses sont trouvées preneurs, Monsieur le Président, et effectivement, on a de plus en plus de personnel dans le réseau, ce qui n'a pas été fait par l'ancien gouvernement. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Fabre. On va revenir sur les faits. Il y a moins de 10 des personnes qui ont été embauchées pour les postes qui ont été annoncés. Le programme de bourse, on y met fin, on met la hache dans tout ça. Alors, je ne sais pas quels sont les constats qui doivent être plus clairs dans la non-réponse qu'on a face aux aînés qui souffrent du manque de soins, face aux préposés qui sont épuisés. Allons-nous avoir de la ministre déléguée aux aînés des réponses pour la solution maintenant, Monsieur le Président? Madame la ministre responsable des aînés. Je ne sais pas si la députée de Fabre a lu aujourd'hui dans Le Devoir un autre article, et c'est l'Institut du Québec qui dresse un bilan du marché de l'emploi québécois. Et cet institut, la semaine dernière, rapportait notamment la multiplication par 2 depuis 5 ans du nombre de postes vacants de 70 000 à 138 000, dont plus de 40 étaient affichés depuis au moins 3 mois. Et à moins que ne survienne une récession, ce problème se fera ressentir au moins jusqu'en 2029 pour l'ensemble de tous les emplois au Québec. Alors, on fait un effort considérable pour embaucher des préposés, des infirmières auxiliaires, alors que vous avez coupé pendant des années et vous avez coupé lors de la réforme du ministre de la Santé 1400. S'il vous plaît, on s'adresse toujours à la présidence, vous le savez. Madame la députée de Mercier, vous avez la parole. Monsieur le Président, à entendre le gouvernement de la CAQ répéter les lignes de com des lobbyistes, eh bien, GNL nous ferait une grande faveur en s'installant chez nous. Mais dans les faits, c'est nous qui leur faisons une faveur parce que liquéfier du gaz sale de l'Alberta, ça prend beaucoup d'énergie. L'usine de GNL Québec va consommer chaque année autant d'énergie que 250 000 maisons. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, on va leur vendre ça pour une bouchée de pain. Les familles québécoises payent 9 cents le kilowattheure. GNL Québec, lui, va payer 3 cents le kilowattheure et en plus, on va leur donner un rabais de 20 pendant 6 ans. Le premier ministre refuse toujours de nous dire combien d'argent public il va investir dans GNL. Maintenant, j'aimerais entendre le ministre de l'Énergie. Est-ce que lui, au moins, peut nous dire combien le tarif préférentiel accordé à GNL va coûter à Hydro-Québec? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, le projet GNL Québec est en cours d'analyse et est à l'état de projet. Ce qu'on dit ici du côté du gouvernement, c'est, globalement, c'est un projet qui est méritoire. C'est un projet qui va réduire, globalement, de manière importante, les GES. C'est un projet aussi avec des investissements de 14 milliards de dollars au Québec. Alors, c'est excellent pour le développement économique de l'ensemble du Québec et spécifiquement de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, pour nous, c'est oui, les analyses doivent être faites. Oui, on doit suivre les étapes, mais a priori, ce projet-là a de la vertu en termes environnementaux et des retombées économiques hyper importantes. Je pense qu'à ce stade-ci de l'avancement du projet, on devrait le regarder favorablement sur ces deux aspects-là et laisser la poursuite des analyses environnementales pour la suite des choses.
Merci, M. le Président. Première complémentaire, Mme la députée. Donc, le ministre ne répond pas. Il ne fait que répéter les lignes des lobbyistes, comme je le disais. Donc, s'il n'est pas capable, moi, j'ai un chiffre pour lui. Selon l'expert Bernard Saulnier, le traitement de faveur à GNL, c'est un manque à gagner d'au moins 70 millions de dollars par année. Ça, c'est le minimum, je veux dire, le minimum. Ça, c'est une subvention déguisée et tout le monde va payer pour ça. Mais est-ce que ça va profiter à tout le monde? Pas du tout. Les mégawatts qu'on réserve à GNL, ils serviront pas à notre transition, ils vont servir à exporter le gaz de schiste à l'Alberta. Est-ce que c'est juste? Pour de l'énergie et des ressources naturelles. Bien, je suis heureux d'entendre ces chiffres-là de ma collègue parce que moi, je les ai pas encore, puisqu'on est à l'état de projet. Donc, je serais curieux de voir, en fin de compte, les fondements même de ces chiffres-là. Pour l'instant, ce qu'on a entre les mains, c'est un projet de 14 milliards d'investissements que je réitère, hyper important pour le développement économique et une réduction de 28 millions de tonnes de GS globalement pour la planète. Ça, c'est les données avec lesquelles on regarde le projet à la fois du volet environnemental et développement économique. Maintenant, on peut s'y opposer dès le départ, avant même que le projet soit avancé, avant même que les analyses soient faites de manière dogmatique, où on peut regarder les choses aller et travailler sur le projet de manière structurée pour en voir la suite. C'est ce qu'on préconise de l'autre côté. Deuxième complémentaire, Mme la députée. Les 550 mégawatts par année de GNL, c'est l'équivalent des 2/3 de la capacité de la Romaine. Donc, pourquoi est-ce qu'on a défiguré la rivière de la Romaine? On a construit ce barrage sur une des dernières rivières vierges du Québec. Pourquoi? Pour qui? Pour alimenter une usine américaine de gaz sale? On est rendu là, au Québec, à construire des barrages pour financer les énergies sales de l'Alberta? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, Monsieur le Président. Écoutez, on est pour l'électrification à tout égard. C'est une volonté de notre gouvernement. On est pour l'exportation de nos surplus hydroélectriques parce qu'on en a pour enrichir le Québec. Et maintenant, on a une possibilité d'investissement majeur, 14 milliards de dollars au Québec, avec l'utilisation de l'hydroélectricité, une énergie propre et renouvelable, qui, toute chose étant égale par ailleurs, quand on se compare par rapport à un projet de cette envergure-là, sur un site québécois, c'est la meilleure place pour le faire. Et naturellement, tout le développement économique, toutes les retombées économiques pour les régions du Québec, nous, on croit à ça. Maintenant, je persiste à dire qu'on va voir les analyses avancées. Ça ne sert à rien de conclure au préalable, comme le fait ma collègue. Question principale. Monsieur le député de Bonaventure. Monsieur le Président, nous assistons à l'émergence d'une nouvelle catégorie de pauvres au Québec, celle des retraités qui se font usurper une partie de leur fonds de pension par des entreprises à la morale corporative extrêmement douteuse. Depuis 10 ans, plus de 15 000 retraités ont perdu près de 30 de leur fonds de pension, ce qui représente une somme annuelle de 100 millions de dollars. Ça veut dire 100 millions qu'on a enlevés dans les poches des retraités du Québec. Tout ça dans un contexte de prospérité économique et de création de richesses. Et fort à parier que d'autres entreprises vont utiliser le même stratagème pour flouer des retraités qui ont contribué pendant des décennies à l'enrichissement de ces dites entreprises. Ma question est simple. Est-ce que le ministre peut faire preuve d'empathie et s'engager à soutenir la mise en place d'un régime québécois d'assurance-pension pour aider nos retraités à avoir une vie décente? Monsieur le ministre des Finances, à vous la parole. Oui, merci pour la question. Et d'ailleurs, le député de Jonquière m'a remis le document des retraités et soyez certains que je vais le lire. Bon, la situation, on parle ici de régime à prestations déterminées privées où l'employeur est en situation d'insolvabilité. Alors, pour que le régime fonctionne, ça prend des contributions d'employés et d'employeurs. Et là, il n'y a plus d'employeurs. Alors, c'est ça qui se passe. Ce sont des régimes à prestations déterminées privées. Alors, lorsqu'on parle de mettre une assurance, on parle de quoi? Il y a quelqu'un qui doit payer des primes sur l'assurance, et ce serait qui? Les employeurs et les employés. Or, le Québec est déjà champion des taxes sur les masses salariales, et nous avons déjà un désavantage compétitif par rapport à l'Ontario. Et si on augmente les taxes sur les masses salariales, on diminue la compétitivité de nos entreprises et on va précipiter la conversion de tous les régimes à prestations déterminées en régime à cotisation déterminée, Monsieur le Président. Et ce n'est pas ça qu'on souhaite. Première complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Oui, le ministre nous parle de compétitivité des entreprises. Moi, j'aimerais lui parler de travailleurs qui ont passé leur vie 30, 40 ans dans des usines, dans des entreprises, ils se retrouvent à 70 ans obligés de retourner sur le marché du travail pour combler leurs besoins, pour avoir une vie décente. Est-ce que le ministre trouve ça normal, Monsieur le Président, qu'on soit obligé
au Québec d'en être arrivé à des situations comme celle-là. Tout ce qu'on lui demande, tout ce que les retraités lui demandent... Monsieur le ministre des Finances. Bien, Monsieur le Président, pour que le régime d'assurance se soit appliqué aux gens dont on parle aujourd'hui, il aurait fallu que les gouvernements précédents le mettent. Là, on discute d'un futur régime d'assurance et le gouvernement, la solution que nous proposons, ce sont les régimes à prestations cibles, qui sont un hybride entre les régimes à prestations déterminées et les régimes à cotisations déterminées, où ces régimes privés, la volatilité des cotisations sera assumée par les travailleurs. Parce que ce qui se passe, c'est que si on impose des charges supplémentaires aux entreprises pour ces régimes à prestations déterminées, ils vont tout simplement disparaître. Deuxième complémentaire, M. le député Jonquière. Oui, c'est lui qui est présentement ministre des Finances. C'est le gouvernement qui est présentement en action. Il peut agir pour le futur. Le premier ministre aime bien s'inspirer de l'Ontario. Mais en Ontario, il y a justement un régime d'assurance-pension depuis une quarantaine d'années. Moi, je lui demande d'aller au bout de sa logique puis de s'inspirer complètement de l'Ontario et de faire un régime d'assurance-pension au Québec, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Finances. Oui, bien, Monsieur le Président, c'est parce qu'en fiscalité des entreprises, on ne peut pas juste compter les éléments qu'on veut. Il faut faire la somme de l'impôt des corporations et de la somme des taxes sur les masses salariales que nous avons. Or, nous sommes déjà, au Québec, 25 % moins compétitifs que les entreprises de l'Ontario en raison de nos taxes sur les masses salariales actuelles. Ce que vous me proposez, c'est d'imposer des primes pour créer un régime qui va rendre nos entreprises moins compétitives. Question principale, Madame la députée d'Anjou-Louis-Riel. Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai pris connaissance des lettres déposées par la ministre, Monsieur le Président. 2 lettres adressées aux directeurs généraux des municipalités de Montréal et de Gatineau, pas adressées au maire, ni à la mairesse Plante, ni au maire Pedneau-Jobin. Des lettres signées par son sous-ministre, en copie conforme, le sous-ministre de l'Éducation. Jamais signées de la lettre de la ministre adressée aux élus. Monsieur le Président, pire, dans la lettre, on dit « Je souhaite vous informer qu'à la suite de nos rencontres, le gouvernement a pris connaissance des constats et procédé à ses frais à l'acquisition de terrains de propriété. » Monsieur le Président, dans la lettre, ce qu'on dit, là, c'est pas que les municipalités vont donner leurs terrains, céder leurs terrains ou acheter des terrains pour donner aux villes. C'est ça qu'il y a dans le projet de loi. C'est ça l'amendement, Monsieur le Président. C'est 2 choses qui sont contraires l'une à l'autre, Monsieur le Président. La ministre peut-elle se lever, regarder la caméra et dire à la maire, à la mairesse de Montréal et le maire de Gatineau qu'elle a induit en erreur cette Chambre, Monsieur le Président? Monsieur, s'il vous plaît, non. Monsieur, non. Vous le savez. Pas obligé d'aller jusque-là, Madame la députée. Vous le savez fort bien. Alors, je vous demande de ne pas aller jusque-là, de ne pas tenir ces propos. On a des mécanismes dans nos règles. Vous le savez fort bien. Madame la députée, dans ce contexte-ci, je vous demande de retirer vos paroles. Je demande maintenant la réponse à la ministre des Affaires municipales. Oui, alors merci, Monsieur le Président. Je peux regarder la caméra en disant aux maires et mairesses que j'ai entièrement confiance à vos directeurs généraux, qu'ils vous ont montré la lettre qu'on avait acheminée, évidemment. Alors, je vais quand même terminer le paragraphe que vous avez oublié de lire. Et oui, tous les élus étaient au courant. Alors, enfin, dans le contexte de rareté des espaces disponibles, des coûts de ceux-ci, de l'évolution de la société et d'exemple ailleurs qu'au Québec, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur est disposé à réfléchir et à encourager l'émergence de nouveaux modèles d'implantation des écoles mieux adaptées aux réalités municipales actuelles et à venir. Là, quand on dit que l'UMQ n'était pas au courant, on a reçu en plus une lettre de l'UMQ cette semaine en réponse à cette lettre que nous avons envoyée auparavant le 6 janvier. On a reçu cette semaine la réponse de l'UMQ. Merci, Monsieur le Président. Question principale, Madame la députée d'Anjou-Louis-Riel. Oui, merci, Monsieur le Président. Ce que je comprends, Monsieur le Président, c'est que dans la lettre, c'est écrit qu'on va compenser financièrement. Le projet de loi, il n'y a pas de compensation financière, Monsieur le Président. La ministre a même dit dans sa première réponse, Monsieur le Président, elle a inclus le mot « hôpitaux ». Le maire de Gatineau a demandé à juste raison hier, est-ce que la prochaine étape seront les hôpitaux qui seront aussi que ces municipalités qui vont être obligées de fournir les terrains à leurs frais et aux frais des citoyens, Monsieur le Président? La question demeure toute entière. Plutôt que de s'asseoir avec l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, et de parler aux élus,
Aux élus, ils sont élus par leur population pour prendre les décisions, Monsieur le Président. Est-ce que la ministre, ça va se présenter jeudi avec l'UMQ? Et est-ce qu'elle pourrait parler à la FQM qui a demandé un conseil d'administration spécial demain, pas plus tard que demain, pour parler de ces questions-là? Je pense qu'ils s'en sont fait passer une vite. S'il vous plaît, on fait encore attention aux propos et la parole appartient maintenant en réponse à la ministre des Affaires municipales. Madame la ministre. Oui, alors, écoutez, Monsieur le Président, pour revenir à la problématique, parce qu'on n'avait pas d'école, c'est impossible de construire des écoles dues à la non-disponibilité des terrains dans les municipalités. On a dû discuter sur le terrain avec toutes les municipalités, les maires et les mairesses pour savoir quel terrain était disponible. Quand on apprend que les terrains disponibles sont en milieu humide, en zone inondable, en zone agricole ou sur le bord des autoroutes, en tant que gouvernement, quand la priorité est l'éducation et la santé, nous devons, dans la période de 2 ans, accélérer les constructions d'écoles pour nos jeunes du Québec. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Merci. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci à tous et à toutes.